Un effort historique. C'est par ces mots que le Président de la République et vous-même, Madame la Ministre, avez présenté ce projet de loi pour la recherche, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faudrait bien cela. Mais on en est loin. Les montants financiers affichés sont insatisfaisants. Ils frisent même l'insincérité. Je crois que nos différents rapporteurs viennent de le montrer de manière tout à fait convaincante, puisque en euros constants, votre programmation ne prend pas en compte l'inflation, ça vient d'être dit. La hausse ne correspond au final qu'à 1 milliard d'euros sur les 5 annoncées au terme de cette programmation, c'est-à-dire en 2030. Et nombre de nos collègues ont dénoncé également avec raison des effets d'annonce dépourvus de toute prise avec la réalité de la recherche et de l'enseignement supérieur. Notre chambre haute, réputée pour sa sagesse, préconise d'ailleurs quasi unanimement de ramener la durée d'engagement de 10 ans à 7 ans. D'une part parce que ce serait plus conforme aux autres programmations, d'autre part parce qu'il y a, là aussi, une forme de malhonnêteté intellectuelle à faire supporter par les majorités à venir l'essentiel de l'effort budgétaire, et tout particulièrement dans le contexte que nous connaissons actuellement. Au contraire, parce que les retards pris confinent au décrochage, il est nécessaire d'enclencher dès maintenant une trajectoire volontariste et ambitieuse, un choc, comme on dit maintenant, pour que la France atteigne 3 % de son PIB en investissement dans sa politique de recherche. Car le désengagement a des conséquences bien réelles pour le quotidien de celles et ceux qui font vivre la recherche dans notre pays, mais aussi pour les capacités de notre pays, de notre société, à se hisser au niveau des enjeux de notre époque. Depuis des années, les chercheurs alertent sur les initiatives nationales et internationales auxquelles ils doivent renoncer, malgré l'intérêt et l'apport scientifique de celles-ci. Ils alertent sur le sous-financement chronique de leurs travaux et l'impossibilité parfois de les poursuivre. Je ne reviens pas sur les propos forts tenus par la nouvelle prix Nobel Emmanuelle Charpentier. Vous l'avez fait, Madame la rapporteure, et vous l'avez très bien fait. Et comment comprendre que David Wessler ait finalement fait le choix de partir à Washington pour suivre ses travaux sur les maladies infectieuses et les coronavirus ? Mes chers collègues, les chercheurs l'ont dit durant les auditions, à l'image de Christophe Denfert, ils manquent de moyens et de visibilité. Ils sont contraints de se disperser dans les procédures longues et peu productives pour obtenir des financements souvent insuffisants. C'est à cette réalité-là que ne s'attaque pas cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche. D'ailleurs, le projet de loi de finances pour 2021, examiné également en ce moment même, montre déjà la fragilité des promesses financières. Ainsi, les dépenses d'investissement devraient baisser cette année de près de 17 %. Quant à la désignation du directeur du Haut Conseil en charge de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui s'est déroulée dans les conditions que l'on sait, elle montre aussi que tout est fait à l'envers. Ce projet de loi recourt bien trop aux ordonnances, cela vient également d'être dit. Cela a été largement souligné également en commission, et cela sur des sujets qui sont pourtant loin d'être anodins et dont le caractère d'urgence ne justifie pas que le Parlement, et à travers lui la représentation nationale, soient ainsi écartés. Il est question de la recherche sur les OGM, de la recherche spatiale ou encore de l'intégration des licences pro dans Parcoursup, autant de sujets qui suscitent objectivement débat, un débat qu'il faut mener démocratiquement et au grand jour. Dans le contexte sanitaire actuel, à quelques heures de nouvelles annonces qui impacteront profondément la vie sociale de nos concitoyens, l'économie de la France et même notre démocratie, le rôle de la recherche n'aura jamais été aussi crucial. Je pense bien entendu à la recherche publique, et l'État n'assume pas son rôle. Le projet de loi de finances, j'y reviens, à l'Assemblée nationale est édifiant de ce point de vue-là aussi. En pleine crise sanitaire et alors que les enjeux de transition écologique sont si forts, la recherche en santé et l'INRAE bénéficient d'un investissement plus faible que l'inflation. Je pourrais aussi citer l'exemple du virologiste Bruno Canard et de son équipe. Combien d'années déjà les travaux initiés par cette équipe sur les coronavirus sont bloqués par l'absence d'un cryomicroscope électronique, celui dont il dispose n'étant pas adapté à la nature des recherches en cours, faute d'une résolution suffisante. Oui,
la période que nous traversons nécessite un traitement de choc en matière de recherche. C'est également vrai en matière de recherche privée. Reconquérir une industrie digne de ce nom en France, relocaliser des productions, retrouver notre souveraineté dans des domaines stratégiques implique d'impulser, voire de contraindre un plus grand effort en matière de recherche privée aussi. Comment accepter, par exemple, que telle industrie pétrochimique abandonne une unité de recherche travaillant sur le caoutchouc, à même d'inventer des matériaux de demain pour alléger le poids des véhicules, quand parallèlement, la puissance publique décide de pénaliser financièrement les modèles les plus lourds afin de diminuer la pollution ? Comment se résigner au plan social en cours chez Boiron, par exemple, que la direction du groupe justifie par le déremboursement progressif de l'homéopathie, alors qu'il y aurait besoin de rapatrier des productions pharmaceutiques dans notre pays ? Dans chacun de ces exemples, et on pourrait bien évidemment en évoquer d'autres, les renoncements du secteur privé en matière de recherche sont en cause. Et ces renoncements sont d'autant plus importants que la puissance publique délaisse elle-même son propre rôle. Une nouvelle fois, la question du crédit d'impôt recherche est posée, et vous ne serez pas surpris que nous y revenions. Sans chercheurs, il n'y a pas de recherche. À ce titre, la baisse constante de doctorants ne peut que nous inquiéter. De la même manière, l'appui administratif manque aujourd'hui fortement aux équipes de recherche, notamment dans le cadre des recherches de financement. Là encore, le PLF pour 2021 prévoit une baisse des dépenses de personnel de plus de 12 %. Le Conseil d'État et le Conseil économique, social et environnemental ont parfaitement illustré la chose. En multipliant la création des contrats précaires, de chaires juniors en CDI de mission, en passant par le contrat doctoral privé, vous optez pour une recherche de court terme et non plus pour des programmes ambitieux, en ignorant totalement au passage la Cour des comptes qui pointait la surreprésentation des contractuels dans votre ministère. En matière de personnel, vous avez renvoyé aux universités, et cela à plusieurs reprises, la responsabilité des postes non pourvus, malgré des plafonds d'emploi relevés depuis 2018. Mais c'est oublier un peu vite que si les universités utilisent allègrement le mécanisme de fongibilité asymétrique, c'est pour faire face au sous-financement chronique des établissements et compenser notamment le renoncement de l'État à financer le glissement vieillesse-technicité. Et que dire de la rémunération de nos chercheurs, moins payés que chez nos voisins ? Un protocole d'accord sur les rémunérations et les carrières vient d'être signé, mais les crédits en permettant la concrétisation ne sont inscrits nulle part. Ce texte suscite depuis sa parution de nombreuses oppositions d'enseignants, de chercheurs, de maîtres de conférences. Vous avez sûrement constaté, mes chers collègues, à la vague de mails que vous avez reçus les uns et les autres. Adoption de motions en Assemblée générale d'unités de recherche ou du Comité national du Conseil national de la recherche scientifique, 814 directeurs de labos prêts à démissionner de leurs responsabilités administratives, avis plus que réservé du CESE, du Conseil d'État, du Haut Conseil à l'égalité. Je n'en jette pas plus. Écoutons les premiers concernés par ce texte qui nous disent unanimement leur profond désaccord avec l'avenir proposé à notre recherche. Par cette motion, nous vous proposons de suivre l'avis de tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche en indiquant que cette loi est au mieux insuffisante, au pire délétère. Je vous remercie.